Mercredi 6 novembre, mesdames et messieurs, du saut du lit, tout de suite à la bascule dans la vie quotidienne. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs, pour ce 13e rendez-vous de l'année 2019. Merci en tout cas d'être là et surtout très heureux pour toute l'équipe qui va applaudir. Je vais entendre les applaudir. Je vais les entendre applaudir pour l'arrivée de Alix Kokola que nous retrouvons avec beaucoup de forme. Bonjour Alix et bienvenue. Bonjour Marco, merci à tous. Ça va très bien, vous le constatez, ça va bien, ça va beaucoup mieux. La vie est là, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, la vie c'est ce qu'on chérit le plus quand on l'a, qu'on respire à pleine, on va dire nos narines à pleine gorgée. Franchement, ça fait beaucoup de plaisir. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci en tout cas Marco qui vous aura entretenu durant ces 12 numéros, le 13e, 13 chiffres très important. Nous sommes là pour poursuivre donc cette saison qui a démarré depuis le 21 octobre dernier. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est Matin Bonheur. Une saison qui va s'achever donc aux alentours du 26 juin, le vendredi 26 juin. On espère que vous serez avec nous au sommaire de ce rendez-vous, Alix. On aura bien sûr tout ce qui rythme notre émission, mais avant, permettez que nous puissions commencer par une nouvelle qui n'est pas du tout reluisante. La famille de la communication en général et celle de la RTI en particulier, surtout celle des réalisateurs et du journal est en deuil avec le décès, le rappel à Dieu d'un des fils les plus dignes de Tambi que vous apercevez maintenant. Édouard Kofi Sakra s'en est allé. La RTI est en deuil. Exactement, grand réalisateur de la direction de l'information et qui aura servi dans d'autres directions, notamment au sport, où on l'aura reçu, on l'aura vu sur le pupitre avec beaucoup de dextérité dans ce métier-là. Aujourd'hui, il part. Nous lui rendons hommage aujourd'hui et merci pour tout ce qu'il aura apporté à la Maison Bleue. Merci encore, cher aîné, pour ce que vous avez fait pour cette grande corporation. Passionné de télé, passionné de la vie tout court, on aura vraiment du mal à l'oublier. Et ce matin, nos pensées courent de plus en plus vers les membres de sa famille biologique et toute sa famille professionnelle. Matin Bonheur aujourd'hui également, vous le savez, comme on dit au pays anglo-saxon, the show must go on. Il aurait aimé qu'on ne s'apitoie pas parce que c'était quelqu'un de digne. Il aurait aimé qu'on poursuive cette émission sans l'évoquer, mais vraiment cela se frotte et se heurte à nous. Nous allons continuer, malgré ça, c'est ça. La vie est faite donc de cette dualité-là, de douleur et de bonheur. Mais le bonheur, c'est celui que nous avons perpétré, l'œuvre de ce grand frère avec l'image du jour aujourd'hui, une image cocasse. Alix. Eh oui, on va le voir tout de suite dans quelques instants avec la dextérité, bien sûr, de Christelle Akoussa qui nous montre cette image assez inédite, le mot est sorti, pour un pompiste qui nous fait voir un âne qui se fait, on va dire... remplir de quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Si c'est du diesel, du gasoil, du pétrole, sans-plomb et tout. Du sans-plomb, du SP95. En tout cas, cet âne roule à quelque chose, ça c'est sûr. Mais à voir sa tête, on a l'impression qu'il acquiesce, qu'il est d'accord avec ce qu'on met là-dedans. Bon, de toutes les façons, qu'est-ce qu'il peut bien y faire? Oui. Non, mais il peut bouger au moins, mais là... En même temps, on pourrait s'interpeller ou interpeller ce monsieur-là quant à la maltraitance des animaux. Il ne faut pas le faire. Absolument. Voilà. Brigitte Bardot ne va pas du tout apprécier. Du tout. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, avec cette image du jour. Nous essayons de rire parce que c'est pas facile d'avoir la banane ces temps-ci, ces temps difficiles, surtout en cette fin d'année. Nous allons poursuivre avec notre très cher Régis Kofi qui vient avec nous pour le Flash. Vous connaissez les triples doses du Flash. Il y a le volet Ivoire, le volet Afrique et le volet international. On commence tout de suite avec Régis Kofi. Régis, bonjour.
Bonjour Marco, bonjour Alex, madame, monsieur, bonjour. Le vice-président ivoirien est au Népal. Il participe à une rencontre autour de la lutte contre la malnutrition. Daniel Cablan-Duncan a saisi l'occasion pour expliquer le modèle ivoirien à travers plusieurs panels de haut niveau. Selon le vice-président, la Côte d'Ivoire entend maintenir sa dynamique pour être conforme à l'ambition des Nations Unies d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde d'ici à 2030. On se rend à l'hémicycle. 4 projets de loi adoptés hier par les membres de la Commission des Affaires extérieures. Avant son adoption, c'est le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, qui a présenté les différents projets de loi, entre autres le projet de loi portant amendement du protocole de création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile aux tiers et le projet de loi relatif à la notification rapide d'un accident nucléaire. Forum des gestions des startups et PME, la première édition s'est tenue samedi dernier à Abidjan Plateau, promotion de l'entrepreneuriat et des jeunes et partage d'expériences au menu de cette rencontre. Jean-Louis Bambo. Ils sont étudiants pour la plupart, mais également fondateurs de start-up. Ces jeunes entrepreneurs ont décidé d'impacter la jeunesse à travers la création de ce forum dédié à l'entrepreneuriat. Demain, nous serons aussi appelés à aller sur le marché de l'emploi. Donc, s'il n'y a pas d'entreprise pour accueillir les étudiants que nous sommes, dans ce cas-là, nous allons tous rester des chômeurs. Donc, si nos aînés ont compris que l'entrepreneuriat aujourd'hui peut embaucher pas mal d'étudiants, donc il est pour nous de les encourager, de les aider à véritablement s'installer afin qu'au sortir de nos différentes formations, on va aussi créer nos entreprises. Aujourd'hui, je vais dire merci. J'ai échoué à 3 concours d'intégration dans la fonction publique. Avant, moi, je me suis dit, bon, si là-bas, c'est qu'un chemin qui est fermé, il faudrait que moi, je puisse me trouver un nouveau chemin. J'y suis allé, je me suis approché. C'est dire que réellement, si beaucoup de jeunes se mettent à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, on va vraiment résorber aussi ce problème de chômage qui est là. Les experts qui ont pris part à ce forum ont instruit les jeunes sur les questions relatives aux conditions de création des différents types d'entreprises. Généralement, lorsqu'on se trouve dans le secteur informel, nous sommes limités. On ne peut pas postuler à certains marchés. Et lorsque je suis constitué en entreprise, il y a l'assurance, la crédibilité au niveau des investisseurs. Donc du coup, je suis amené à pouvoir accroître mon entreprise. Le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, qui était à sa première édition, se déroulera chaque trimestre. 14 600 feuilles de tôle d'une valeur de 30 millions de francs CFA ont été saisies hier dans une société industrielle de transformation de l'acier et de production de fer par les services du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ces feuilles de tôle qui ne respectent pas les normes en vigueur dans l'industrie de la métallurgie en Côte d'Ivoire et dont une partie avait déjà été coulée sur le marché seront détruites dans les prochains jours. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire s'est donné pour mission de promouvoir la paix auprès des populations. Une caravane est lancée depuis le 1er novembre par le président du CNJCI. On fait le point avec Astou Touré. Jeunes et engagés pour la paix et la cohésion sociale dans mon pays. C'est le thème de cette caravane initiée par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Environ 500 jeunes issus des fêtières de jeunesse ont pris part à cette rencontre dont l'objectif est de promouvoir la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour cela, 6 000 jeunes seront sensibilisés et formés aux idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale. Des comités locaux des jeunesses également seront constitués. C'est une initiative des leaders de jeunesse de Côte d'Ivoire pour apporter leur contribution à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette caravane permettra d'aller dans les 108 départements de Côte d'Ivoire et les 13 communes d'Abidjan à l'effet d'amener les jeunes Ivoiriens à être des gardiens de la paix et à être des vigiles de la paix et de la cohésion sociale. Donc c'est une caravane qui a pour objectif d'élever chez les jeunes Ivoiriens les murs de défense pour la paix et pour la cohésion. Parrain de la caravane de la paix, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a encouragé ses filleuls à l'union et la fraternité. Pour qu'ils soient plus inclusifs et représentatifs, une réforme du Conseil des jeunes est aussi annoncée. Et nous avons décidé que les présidents des fêtières soient vice-présidents du Conseil national de la jeunesse. Il y aura à peu près, ce que vous avez arrêté, 14 vice-présidents. Tous les présidents des fêtières seront vice-présidents du Conseil national de la jeunesse. Les présidents des fêtières qui ont plus de 35 ans
vont désigner des membres de leur bureau qui respectent quand même la limite d'âge de 35 ans en qualité de vice-président du Conseil national de la jeunesse. Je souhaitais aussi que les jeunesses des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, aient 2 vice-présidences donc, au sein donc, du Conseil national de la jeunesse. Pour l'autonomisation et l'insertion des jeunes, Mamadou Touré n'a pas manqué l'occasion de les exhorter à s'inscrire au guichet emploi. Nous devons agir tous les jours, dans nos propos comme dans nos actes, à faire en sorte que nous, jeunes, ne soyons pas les acteurs donc, du trésor dans notre pays, mais plutôt des artisans donc, de la paix. 500 000 opportunités d'emploi. Sur les 500 000, c'est 346 000 opportunités que nous avons pu mobiliser à date. L'ensemble des programmes s'adresse à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, sans distinction d'appartenance politique, ethnique et autres. Créé en 2017 sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, œuvre pour la promotion du bien-être et l'insertion des jeunes du Côte d'Ivoire. Voilà, ainsi s'achève ce 6h. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine. Exactement. Dans quelques instants, donc, on aura Régis Kofi pour la revue sur le continent africain. Pour l'heure, on a parlé de la vie. Pour avoir une bonne vie, il faut avoir une bonne santé. Et pour avoir une bonne santé, cela passe bien sûr par l'entretien de cette santé-là. Et on le sait, le sport contribue à entretenir notre santé. Chaque jour, Matin Bonheur vous offre une dose homéopathique de sport. Aujourd'hui, c'est du fitness avec le nouveau coach Lanzeni Koulibaly, qui nous parle d'un spécial crunch à ne pas confondre avec le crush, quoique ce peut être votre crush de cette matinale. C'est parti. Amis sportifs, bonjour. J'espère que votre nuit s'est bien passée. Ce matin, très belle séance de corde. 3 séries de 25 et ensuite on déchire le ventre avec les abdominaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Pendant la corde, ne pas plier au niveau du genou. Pas de flexion au niveau du genou. Réception pointe de pied. Le regard est toujours fixé vers l'avant. Ne te presse surtout pas, prends ton temps. Seulement le poignet qui bouge. Les bras restent loin du corps. Ne pas séparer les 2 pieds. Essaye de les joindre. Ne pas les coller, mais
minimum. Donc si tu as mal après les abdominaux, tu joins les deux pieds et tu serres. Voilà. Ça va calmer plus vite les douleurs. Ah, voilà, on passe aux étirements. On y va, on grandit sur la pointe des pieds. On tient 1, 2, 3, 4, 5. On descend tout doucement et on va jusqu'au bout, selon votre souplesse. Gardez les jambes toujours tendues. 1, 2, 3, 4 et 5. On se redresse tout doucement. Bravo. Excellente séance et à demain. Merci infiniment au coach Cool et à tous ceux qui sont avec lui, que ce soit sur le plan de tournage, le plan de situation de ces exercices, et puis aussi à ceux qui nous regardent, qui ont débarrassé le salon de tout ce qui encombre afin de profiter, comme Alix l'a dit, des bienfaits du sport pour la santé. Crunch ou crush, on espère que vous vous êtes retrouvés. Il est 6 h, bientôt 10 minutes environ du côté de Tambi, c'est dans le nord-est du côté de Bondoukou. Tous les férus de l'information, de la famille de l'info savent, quand je fais allusion à notre très cher Kofi Saka, qui nous avons une grosse pensée. Ce jour, vous le savez, les articulations de Matin Bonheur nous mènent à l'histoire du petit-déj, cette rubrique que vous aimez tant. Et aujourd'hui, nous allons parler du seul café qui ne contient pas de café. Juste après ça. Exactement, on pourrait dire qu'il est rentré dans l'histoire du patrimoine ivoirien. C'est le café baoulé, vous l'aurez deviné, en tout cas pour ceux qui vivent dans notre cher beau pays. Et pour vous qui êtes à l'extérieur, voilà comme il se présente, aussi simplement que possible, mais aussi goûteux que vous pourrez l'imaginer. Alors, l'histoire, on a essayé de se renseigner. Il se paraît que dans le temps colonial, dans l'ancien temps, les maîtres avaient le café, ils avaient tout, et les sujets n'avaient rien. Donc, ils se sont dit, bon, on va faire notre petit café à côté, pendant que les autres, ils ont pris de l'eau. Finalement, Alix, je suis sûre qu'il a eu plus de succès que le café. C'est le seul café, on dit café baoulé, mais vous ne vous êtes jamais rendu compte. Il n'y a pas de café là-dedans, mais c'est tellement bon. Quelle que soit notre origine, tout ça, on est tous passés par un petit côté café baoulé. Exactement. Et pour le préparer, on vous donnera quelques astuces. Ne pas mettre trop de sucre. Il faut modérer la consommation de sucre avec du pain bien croustillant. Je vous assure, c'est un régal le matin. Et puis attention, mesdames et messieurs, c'est un art. On consomme le café baoulé avec art. Vous prenez le pain avec beaucoup de dignité, vous le trempez. Je parle sous le contrôle de Yao, le chef de plateau d'ici. Il est baoulé. Baba Yao. Baba Yao. Et donc on met... Et on laisse ça au moins pendant 12 secondes. Imbibé un peu. 12 secondes pour que ce soit imbibé même la chose. Et après c'est le moment du nectar, on le savoure. Enfin bref, merci. Et c'est très bon pour les nourrissons, hein. Quand ils sont à un jeune âge comme ça, on leur donne ça, c'est l'initiation. Après, c'est le café classique. On me dit là-haut que à consommer. Bon. Alix, on dit que c'est très bon avec de l'eau glacée. Ah oui, j'ai testé aussi, c'est vrai. On appelle ça le café baoulé supérieur. Merci Christelle Apoussa, c'est sûr que c'est vous qui nous avez donné ce topo-là. C'est Soya qui a donné ce topo-là. Ça vient d'en haut en tout cas. Oui, ça vient d'en haut. Oui, ça vient d'en haut. Et ça vient d'en haut également, le générique va nous servir dans le café, la transition pour aller maintenant avec un des artisans de cette matinale au niveau de la revue de presse, grand consommateur de café baoulé. C'est Régis et c'est la revue de presse après ceci. Enchanté, on dira pour commencer. Le quotidien d'Abidjan fait sa une sur les derniers rebondissements dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. Bonjour Alix et bienvenue. Merci, on est heureux de vous retrouver. Bonjour à Marco aussi et à tous les téléspectateurs. Oui, manœuvre contre le retour de Gbagbo. La CPI froisse le courrier du régime en référence à la note adressée il y a peu par les avocats de l'État ivoirien. Note dans laquelle ils demandaient notamment au tribunal de la Haye de ne pas accorder la liberté totale à l'ex-président ivoirien. Selon le journal Bleu, c'est encore une grosse humiliation pour Ouattara.
On s'intéresse maintenant au Renault Régis. De toute façon, c'est l'info qui gagne. On s'intéresse au journal Le Patriote, très cher. Alors qu'il se promène en Europe, l'injure à la bouche, le camp Soro se vide. C'est l'information que nous livre Le Patriote à sa une. Le confrère proche du RDR souligne que les partisans du député de Ferkessé-Dougou rejoignent chaque jour par milliers les rangs du RHDP et nous livre dans son édition de ce jour les vraies raisons de cette saignée. Et on continue toujours de parler de l'ex-président de l'Assemblée nationale qui est très en verve en ce moment. Oui, depuis son lieu de retranchement, Soro Guillaume ne cesse de faire les déclarations. La dernière en date est relayée par Soir Info de ce jour et elle est ainsi libellée. Soro promet quelque chose avant samedi. De quoi parle-t-il? À lire dans Soir Info de ce jour. Ok. Alors, pendant ce temps, toujours sur Soir Info, le Premier ministre se veut rassurant. N'ayez pas peur, c'est en ces termes qu'Amadou Gon Coulibaly a demandé à la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis de se rassurer face à la situation politique qui prévaut en ce moment au pays. Et c'était à l'occasion d'un dîner plutôt, à lui offert par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et le PDCI exprime sa solidarité à Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. C'est dans une déclaration faite hier à l'issue de la réunion de son secrétariat exécutif que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a exprimé sa solidarité à l'ex-chef d'État ivoirien et à son fidèle lieutenant. Les détails de cette déclaration sont à retrouver dans le nouveau réveil de ce jour. Après plusieurs mois de dissension, plusieurs années, serait-on tenté de dire, ça sent la réconciliation entre messieurs Laurent Gbagbo et Afine Guessan. À voir la une de l'Inter de ce jour, Afi demande pardon à Gbagbo, c'est la question qu'on peut se poser. Le confrère donne des précisions sur ce qu'entend faire l'actuel président du Front populaire ivoirien, reconnu par les autorités ivoiriennes pour revenir dans les bonnes grâces de son ex-mentor politique. Et l'intelligent d'Abidjan a ouvert ses colonnes à Barthélemy Inabozouzoua, le monstre sacré de la télévision ivoirienne. Oui, Alix, l'intelligent d'Abidjan a accordé une interview au célèbre animateur et producteur télé dans sa parution de ce jour. Et au cours de cet entretien, plusieurs sujets d'actualité ont été passés en revue, de la crise qui secoue en ce moment le bureau ivoirien des droits d'auteur Burida, à la politique en passant par le retour de Varietoscope. L'homme de médias n'a occulté aucun point et sur la question politique, bise avec le franc-parler qu'on lui connaît, a déclaré « J'ai peur du niveau de langue utilisée en Côte d'Ivoire actuellement pour faire de la politique ». Alors Renaud, sortons un peu du brouhaha politique parce qu'il n'y a pas que cela qui rythme la vie des populations ivoiriennes. Tout à fait, c'est le matin, c'est avec le matin plutôt qu'on s'offre ce grand bol d'air, le matin qui titre en manchette, programme social du gouvernement, une place en or accordée à l'eau potable, dans cet article que le confrère consacre au PS Gouv. Il publie les chiffres qui dévoilent les performances extraordinaires du gouvernement sur cet axe majeur de sa politique sociale. Plus de détails dans le quotidien qui informe pour le rassemblement et la paix. Et une bonne dose de légèreté pour terminer cette revue de presse avec une petite douceur dans ce monde. Et c'est en Chine qu'on vous emmène à la découverte d'une loi qui, tenez-vous bien Marco et Alix, interdit de sauver une personne qui est en train de se noyer. Pardon? Oui, vous avez bien entendu, là? cette loi interdit de sauver une personne qui est en train de se noyer. Oui, effectivement. Et cette loi est en relation avec la philosophie orientale selon laquelle il est immoral d'interférer dans le destin des personnes. Donc, si jamais, Marco et Alix, vous séjournez en Chine et que vous avez des envies de baignade, évitez les piscines et la mer, parce que si jamais vous... Et j'ai envie de dire qu'il est aussi immoral de laisser périr un être humain. Justement, l'immoralité, la moralité, on constate avec cette information que dans les peuples, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout la même histoire. Merci. On fera attention à nos prochaines destinations de vacances. Et surtout à nos maillots de bain. Et surtout à nos bouées de sauvetage. Merci. Vous êtes notre bouée, très chers téléspectateurs, parce que vous êtes là avec nous tous les jours, du lundi au vendredi et le mercredi. Vous le savez que nous parlons de vérification de l'information, de fact-checking. Dans la rubrique Vrai ou Faux, aujourd'hui, nous venons sur tout ce processus à avoir pour que l'information soit certifiée afin d'atterrir dans vos assiettes, dans vos esprits. On y va. Bonjour, bienvenue à l'AFP. Nous allons vous présenter 6 conseils basiques mais essentiels pour vous prémunir contre les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Le premier conseil, c'est le plus simple. En cas de doute, ne partagez pas. Les fausses informations essaient de jouer sur vos sentiments pour vous faire cliquer.
plus la légende accompagnant une photo va vous paraître révoltante, plus nous vous recommandons la prudence si vous n'êtes pas en mesure de vérifier l'information. Cet article sur l'homme et l'ours, c'est l'exemple typique des histoires tellement dingues qu'elles en paraissent crédibles. Cet homme au visage décomposé aurait été retrouvé dans la grotte d'un ours agonisant. La vidéo a fait le tour du monde. En réalité, l'homme souffrait d'un mal bien plus classique, le psoriasis. Il a été soigné dans un hôpital kazakh. Si jamais vous doutez, écrivez-nous. Si nous vous conseillons vivement de vous méfier de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas pour autant de lire les commentaires. Quand vous voyez une information douteuse, ayez le réflexe de consulter les réponses à la publication venant des autres internautes. Souvent, ils mettent en doute la véracité du contenu. Parfois, ils apportent même le contexte exact, voire un lien pour le vérifier. En août, nous sommes tombés sur une publication Facebook partagée près de 35 000 fois en 6 jours et qui prétendait montrer un show moto organisé en Italie en hommage au chanteur DJ Arafat, une superstar en Côte d'Ivoire qui était décédée le 12 août dans un accident de moto à Abidjan. Parmi les commentaires, une personne écrivait « Comment peut-on se permettre de mentir à ce point sur le dos d'une personne qui nous a quittés ?» Tapez juste Stunter 13 sur YouTube. On a fait cette recherche qui nous a permis, avec ces mots-clés, de retrouver la vidéo originale. En fait, le show moto s'est passé 3 ans plus tôt à Atlanta, en Géorgie. Parfois, un coup d'œil suffit à mettre en doute une affirmation. Nous sommes en Tunisie, début septembre. Un compte Facebook affirme que cette vidéo montre des manifestations contre le Premier ministre sortant, alors candidat à la présidentielle. On est donc censé être début septembre, à un moment où il faisait une trentaine de degrés dans toute la Tunisie. Pourtant, toutes les personnes présentes dans cette vidéo portent des habits d'hiver. Des habits d'hiver en été ? Il y a de bonnes chances que cette vidéo ne soit pas celle qu'on vous fait croire. On a vérifié, cette vidéo datait en réalité de 2017. Ça peut paraître bête, mais il y a souvent dans les textes, dans les photos ou dans les vidéos des détails qui vous permettent, sinon de démentir, au moins de douter fortement de la véracité du contenu. Si vous tapez la légende de la photo ou de la vidéo ou de la déclaration dans un moteur de recherche, vous pouvez espérer tomber sur l'origine de cette affirmation, sur l'origine du propos satirique, sur des démentis ou encore sur des éléments venant de bonnes sources avec des détails qui diffèrent. Nous sommes tombés sur une supposée lettre qui aurait été écrite par l'acteur Gérard Lanvin pour s'en prendre à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Quand on vit de la naissance à la mort avec de l'argent public comme M. Macron, comme Édouard Philippe, comme Castaner, ça commençait comme ça. Il suffisait pourtant de copier-coller cette phrase dans un moteur de recherche comme Google pour voir apparaître des sites de fact-checking comme celui de l'AFP Factuel qui indiquait que cette lettre est fausse. Dans d'autres cas, on n'aura pas forcément de réponse exacte, mais si la déclaration n'est reprise par aucun média sérieux, il est permis de douter plus fortement de son authenticité. C'est plus technique, mais c'est accessible et ludique. En août, pendant les incendies en Amazonie, cette photo a été partagée plusieurs centaines de milliers de fois sur Facebook. Ces singes auraient perdu leur maison dans un incendie sur place. Avec un simple smartphone, on peut retrouver parfois le contexte et la date de publication d'une photo et démentir ce que l'on essaie de nous faire croire. Dans ce cas, il faut faire une capture d'écran de l'image et la réduire pour ne garder que la partie avec les singes. Il faut ensuite interroger un moteur de recherche pour savoir s'il a déjà vu l'image et dans quel contexte. Si une recherche d'image inversée par Google Images ne donne rien, essayez d'autres moteurs de recherche comme le russe Yandex ou comme Tinai. Il existe aussi des bonnes applications sur smartphone pour le faire. Sur iOS, par exemple, on peut utiliser Image Search. Le résultat nous donne une date ancienne. On sait déjà que cette photo n'a pas été prise en Amazonie lors des récents incendies. En réalité, après recherche, on a trouvé la date. C'était il y a quelques années dans un parc en Thaïlande et les singes vont bien. Dernier conseil enfin, c'est un peu la base, vérifier sa source. N'est pas le Gorafi qui veut. D'autres sites s'adonnent à de la satire avec plus ou moins de succès. S'ils sont réglo, ils vont l'afficher noir sur blanc. Mais ça sera peut-être à vous d'aller chercher l'information. De nombreux internautes prennent par exemple au premier degré le contenu d'un site comme secretnews.fr ou d'un compte Twitter comme le Journal de l'Élysée. Pourtant, il suffit pour le premier de scroller en bas de page pour voir que c'est un média parodique. Pour le second, il faut aller voir la page Facebook ou aller sur Twitter pour voir qu'il s'agit de pages parodiques. À chaque fois, donc, vérifiez qui vous parle pour voir si ces informations sont crédibles ou pas.
Et voilà, c'était un élément de l'AFP qui nous montre des petits topos comme ça pour détecter des fausses informations, des fake news sur la toile. Vous savez que cet univers-là, c'est un univers assez virtuel. Oui. Il faut faire donc très attention aux informations que l'on y trouve et l'utiliser avec beaucoup de responsabilité, car des blagues, des rumeurs relayées, des mensonges, juste pour faire rire, ça peut devenir dangereux. On l'a vu ici, juste après le décès de notre artiste, qu'on peut s'amuser, mais ça peut devenir très dangereux et vous emmener en prison. On ne consomme plus les informations de la manière dont on les consommait en 1980. Nous sommes en 2019, il faut faire très attention. Ce qui me plaît, c'est que de plus en plus, il y a une conscience collective qui se lève pour la vérification. Vous allez constater sur les réseaux sociaux que personne ne prend maintenant une information comme ça sans qu'il y ait vraiment une vérification. Il y a des vérifications de base quand on n'est pas peut-être journaliste ou rédacteur en chef, parce qu'on peut voir si c'est passé là ou sur telle chaîne. Il y a des vérifications plus poussées et puis plus techniques, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cet élément qui, on l'espère, vous aura satisfait. Matin Bonheur se poursuit. Dans un instant, on aura les infos, mais n'oubliez pas la thématique d'aujourd'hui, Alix, c'est... On parlera famille avec le docteur Frédéric Djozabi qui nous parlera de soupçons. Des soupçons sur quoi? On soupçonne son mari de tromperie ou sa femme de tromperie. Comment le détecter et comment arriver à passer outre à cette période-là, bien sûr dans le calme et dans la communication. Ce sera toute la quintessence de notre échange en fin d'émission. Avec Joe Frédéric Zabi, bien sûr. Oui, ça c'est un thème. Commencez déjà à nous envoyer toutes vos réactions, vos suggestions par rapport à ce thème. Je soupçonne mon mari ou ma femme de me tromper. Que faire avec ces radars qu'on a de plus en plus maintenant dans les couples, avec ces soupçons et vraiment, selon des sources judiciaires, le soupçon d'infidélité serait à la base de près de 62% de divorces. C'est tout dire. Eh oui, il faut faire donc attention et faire vraiment porter son conjoint avec beaucoup d'attention et non pas le soupçonner gratuitement, surtout gratuitement. Absolument, il faut que ça puisse verser dans la perversion. Le journal se poursuit maintenant avec l'autre pan. On a vu le pan Afrique, le pan Ivoire. Maintenant c'est le pan Afrique, toujours avec Régis, mais juste avant la pub, on y va. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe l'ensemble des populations qu'en raison des travaux de sa réhabilitation, le CHU de Yopougon sera fermé à compter du 1er novembre 2019. Dr Aka Awele tient à rassurer les populations que pendant cette période, la continuité de l'offre de soins sera assurée par d'autres structures sanitaires. Pour plus d'informations sur les nouvelles structures d'accueil des services relocalisés, appelez le 143 ou consultez le www.santé.gouv.ci. Le groupe Ecobank Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'agence, organise la 2e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, les 19 et 20 novembre 2019 au Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire. Ce sont plus d'une dizaine de conférences et masterclass sur les différents enjeux et solutions de l'épargne et de l'investissement, ainsi que des analyses, débats et expositions pour comparer les produits les mieux adaptés à vos besoins. Venez rencontrer les acteurs clés de l'épargne et découvrir comment gérer et accroître votre patrimoine. Donnez une nouvelle dimension à vos finances. Inscrivez-vous et retirez votre badge en ligne sur www.salondelepargne.com. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Vivez de
de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera relativement calme sur la majeure partie du pays. Les nuages bas seront nombreux dans le ciel des régions du sud du pays. Quelques averses traverseront les régions du littoral. En allant vers le nord du pays, le ciel sera simplement nuageux. Pour les températures de la matinée, on note 25 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 24 à Bandoukou ainsi que dans la région du Béké, 25 à Daloa ainsi qu'à Dimbokro, 24 dans la région du Go ainsi que la région du Boro, 23 à Man ainsi qu'à Oudiné, 24 à San Pedro ainsi que dans la ville de Sassandra, 25 à Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, on assistera à de nombreux bourgeonnements orageux en cours d'après-midi dans les régions du sud forestier suite au phénomène de la brise côtière. Ces orages pourront se déplacer par la suite vers les régions du littoral et centre du pays. L'ouest et le nord-ouest seront perturbés par des orages isolés, parfois accompagnés de rafales de vent. Pour les températures de l'après-midi, on note 31 degrés à Abidjan également dans la ville d'Adiaké, 33 à Bandoukou, 32 dans la région du Béké, 31 à Daloa, 32 à Dimbokro, 31 dans la région du Go, 32 dans la région du Poro, 29 dans la région du Tonkui, 30 à Oudiéné, 29 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 31 degrés à Yamoussoukro. Merci de toujours rester fidèle à ce pont du temps. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. On démarre avec cet important remaniement ministériel au Rwanda. Le président Paul Kagame a notamment nommé un ministre de la Sécurité intérieure, un poste nouvellement créé. Il a aussi remplacé le ministre des Affaires étrangères, Richard Sezibera, qui n'a pas fait d'apparition publique depuis des mois. Au Tchad, la polémique enfle après les annonces autour du code électoral. Les modifications portent notamment sur le nombre de députés qui siégeront au prochain Parlement. Le Tchad a adopté depuis plus de 10 ans maintenant un système de dialogue où majorité et opposition s'accordent sur les questions politiques avant de la transmettre au gouvernement. Pourtant, sur le coup, l'opposition n'a pas été associée. Au Gabon, depuis plus de 2 mois maintenant, les petits commerçants ne sont plus d'accord avec la mairie de Libreville qui a lancé une vaste opération de recouvrement des taxes municipales. Pour eux, cette opération dérape et devient une opération de raquette. Le vendeur qui ne se soumet pas se voit confisquer sa marchandise ou sa boutique, scellée au chalumeau. Au Togo, l'heure est à la promotion de la consommation des produits locaux. C'est le message qui émane de la semaine du secteur privé dédié à la contribution de ce secteur à une transformation structurelle de l'économie. Regardez. Ces jeunes sont pour la plupart des chefs d'entreprise et porteurs de projets d'entrepreneuriat. Certains spécialisés dans la transformation agricole, d'autres dans le commerce, l'artisanat ou le numérique. À ce panel, ils sont entretenus sur la promotion de la consommation locale. Et le rendez-vous a répondu à toutes leurs inquiétudes
quant aux dispositions prises pour promouvoir la consommation de leurs produits. Les panélistes conviennent sur un point. Le gouvernement fait beaucoup dans le domaine, quand bien même le chemin reste encore long. Le Togo a commencé à aller dans le bon sens, a compris qu'il y a des défis et que si nous ne gagnons pas, le Togo ne gagne pas. Le Togo commence à travailler, le Togo commence à nous associer, le Togo commence à prendre des initiatives et à nous laisser l'initiative. Et nous devons nous battre tous pour que ce verdict soit le bon. Nous avions déjà saisi totalement l'opportunité pour gonfler davantage le volume de karité que nous faisons et qui est destiné justement à l'export. Pourquoi la consommation des produits locaux s'impose? Ça s'impose tout simplement pour répondre à un besoin interne. Parce que nous avons une balance commerciale structurellement déficitaire, 8 milliards de dollars, c'est énorme. Et la nécessité de combler ce gap avec un boost qu'on doit faire à l'égard justement des différents producteurs locaux. Mais il faut y ajouter absolument le principe de qualité qui viendra répondre à la normalisation qui est en train d'être mise en place pour que les produits soient capables de compétir avec les produits qui viennent de l'extérieur sur notre territoire national, notre marché, et que ces produits soient capables également de nous apporter des économies d'échelle à l'extérieur de notre territoire national. La création du ministère en charge de la promotion de la consommation locale est une preuve que le gouvernement donne une place de choix aux produits locaux. Et une panoplie d'actions viennent s'ajouter à cette disposition pour traduire dans la pratique cet engagement. Cependant, le gouvernement doit beaucoup miser sur la qualité des produits, leur diversité et leur normalisation. On a entendu les représentants des différents ministères qui nous ont expliqué très clairement quelles sont les initiatives et les actions qui ont été prises par les différents ministères pour promouvoir le Made in Togo. Les salles d'exposition qui sont ouvertes au ministère, c'est ouvert à tout le monde de visiter. Les décisions prises par le ministère de l'Agriculture aussi, c'est dans la bonne direction. Mais il faut promouvoir, acheter Made in Togo. D'avoir cette promotion, cette visibilité, cette branding, que le produit togolais est bon en qualité et qu'il faut acheter. Et ça c'est quelque chose qu'il faut le faire. Ils l'ont démarré. Je suis sûr que le ministre de Commerce va enclencher avec d'autres stratégies pour la promotion. La promotion, consommation, c'est bon, mais promotion, acheter le Made in Togo. La visibilité des produits de Made in Togo, il faut qu'il y ait quand même cette visibilité. Quand vous regardez, vous savez, ça, c'est du produit Made in Togo. Le gouvernement, dans la dynamique de l'amélioration continue, rassure que les efforts seront multipliés pour davantage permettre aux produits togolais d'être consommés d'abord par les Togolais eux-mêmes. À Madagascar, le célèbre groupe de musique Maléo a perdu 2 de ses membres en moins de 2 semaines. Fafa est décédé il y a 2 semaines et dimanche, c'est Dada Rabel qui est mort d'une crise cardiaque. Il en reste 3, mais Bekoto a annoncé la dissolution officielle du groupe lundi. C'est donc la fin d'une formation emblématique de la Grande Île. Et nous, on s'arrête là pour aujourd'hui, pour le 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Merci Régis Kofi pour ces informations du berceau de l'humanité. On se retrouve dans quelques instants donc pour le Flash Inter. Et illico, on part avec un digne fils de notre nation qui nous parlera de comment découvrir notre carrière idéale. Il est là avec nous. Bonjour coach. Bonjour, Annalise. Bienvenue, merci, ça va. Bonjour coach. Oui, c'est toujours un plaisir aussi. Alors, première question, le thème c'est comment choisir sa carrière idéale. Est-ce qu'on peut savoir déjà c'est quoi une carrière? Mais déjà, votre carrière, c'est votre engagement dans une entreprise, c'est la profession que vous décidez d'embrasser. À ce moment-là, vous réalisez que vous êtes en train de vous engager à devenir la personne qui va répondre à un besoin. Voilà. Vous avez dit un mot ou un verbe très important, décider. Est-ce à dire que le choix se fait par soi-même ou on laisse des fois la providence décider pour nous?
Ben, écoutez, moi, je ne suis pas très providence parce qu'en fait, nous sommes le résultat de nos décisions. Il ne nous arrive que ce que nous avons décidé. Alors ça, c'est très important de prendre cet élément-là en compte dans le choix de notre carrière parce que ça va reposer en fait sur des données assez pratiques et que nous allons voir ici aujourd'hui. En fait, tout part d'une découverte au niveau de l'île d'Okinawa, c'est au Japon. Et sur cette île-là, des chercheurs américains vont réaliser qu'il y a une longévité extraordinaire. En fait, c'est l'une des îles sur lesquelles des personnes centenaires par milliers vivent. Et on se demande comment, au-delà de 120, 130 ans, des personnes sont encore capables de se lever le matin avec la bonne humeur, comme matin bonheur, et continuer de donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors, ces chercheurs ont compris que ça reposait sur 4 éléments. La première chose, c'est qu'en fait, ces personnes avaient une alimentation équilibrée, ça c'est bien. La seconde chose, c'était des personnes qui étaient très sportives. La troisième, c'était leur bonne humeur. Mais la quatrième chose qui nous intéresse et que nous allons exploiter dans le cours de cette émission, c'était leur aptitude justement à savoir pourquoi elles se levaient le matin et le but pour lequel justement ces personnes étaient sur Terre, c'était justement soit donc de produire le riz, par exemple, et de savoir que cette production-là permettrait à leur nation d'être leader mondial, par exemple, dans le riz. Donc, ces personnes, en se levant le matin, en ayant à l'esprit qu'elles apportent une valeur ajoutée à leur nation, ça leur donnait la force de continuer de donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc, ça donnait, c'est un concept qu'on appelle Ikigai. Donc, Ikigai, chez les Japonais, c'est la raison de vivre, c'est découvrir ce pourquoi on est fait. Comme par hasard, quand vous donnez la nomenclature de nos amis d'Okinawa, on a tout ce qui est pour une bonne matinale. L'alimentation, on a eu notre moment alimentation, oui. Le sport, on a le fitness, oui. On a la bonne humeur, ce qu'on essaie d'apporter. Et puis on a ce pourquoi on vit, c'est-à-dire qu'on fait intervenir un coach, c'est-à-dire que Matin Bonheur est... dans son Ikigai, on va dire ça comme ça. Dans l'Ikigai. Justement, ouais. L'Ikigai, est-ce qu'on prend tout du Japon ou bien quand on est ivoirien ou quand on est à Gouessesso, on adapte ça à notre environnement, oui, à notre moi interne. Ce qui est extraordinaire dans l'ikigai que nous allons utiliser comme outil, parce qu'en fait c'est ça le coach. Le coach, il va se servir d'outils pour lever des leviers de performance et permettre à son coaché d'atteindre ses objectifs. Ce matin, imaginons un scénario, on est en cabinet de coaching, un coaché arrive et il dit « Coach, je veux découvrir ma carrière idéale, je veux découvrir ce pourquoi je suis fait. » Ma vocation pure. Ma vocation pure. Mais en fait, l'ikigai va être une intersection entre profession, vocation, passion et mission. Donc, la première question que moi je pose à mon coaché, c'est « Qu'est-ce que tu aimes faire ? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui fait pétiller tes yeux? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire? » Alors, le coaché va se mettre à citer un certain nombre de choses. Alors, on peut se lancer dans l'exercice. Hein. Moi, je sais que j'aime parler, j'aime écouter, j'aime observer, j'aime aider, j'aime motiver. Donc, du coup, ça fait partie, en fait, des choses qui me passionnent. Chaque fois que j'ai l'opportunité de prendre la parole, chaque fois que j'ai l'opportunité d'écouter, chaque fois que j'ai l'opportunité de booster ou d'aider une personne, ça me fait du bien. Alors donc, ce matin, si vous voulez découvrir votre carrière idéale, posez-vous justement cette question. Qu'est-ce que vous aimez faire? La cuisine, par exemple? Est-ce que vous aimez recevoir? Est-ce que vous aimez accueillir? Est-ce que vous aimez courir? Enfin, je ne sais pas, mais découvrez ce matin, listez, prenez un crayon, prenez une feuille de papier et commencez à lister. Parce que justement, votre carrière idéale se trouve là. Vous savez, Confucius, à son époque, disait découvrez ce que vous aimez faire et vous n'aurez plus jamais à travailler. Donc, tout part de là. Ne cherchez pas, en fait, à faire ce qui vous plaît. Commencez par vous demander ce que vous aimez faire. Et puis, ça peut être un premier schéma qui vous conduira vers la deuxième étape importante de votre ikigai ou de la découverte de votre carrière. C'est est-ce que vous savez faire ce que vous aimez? Parce que c'est une chose d'aimer quelque chose, mais est-ce que vous savez le faire? Oui. Vous aimez par exemple l'humour? Moi j'entends des gens, je les vois, etc. Mais bon, ça s'apparente à du forcing. Du forcing, quoi. À la limite, c'est la manger-crassie, comme on dit dans l'expression ivoirienne. Comme l'autre a fait, je fais aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce qui fait que malheureusement, même dans l'entrepreneuriat, on connaît des échecs. Parce qu'on a vu un lavage auto qui a prospéré, on fait un lavage auto. Parce qu'on a vu une boulangerie qui fonctionne, on fait aussi une boulangerie. Mais est-ce que vous aimez la boulangerie? Est-ce que vous savez faire le travail d'artisan boulanger? Est-ce que vous aimez ces choses-là? Parce que, écoutez, si ce n'est que l'argent que vous cherchez, vous serez très vite épuisé. Hein? Parce qu'à la vérité, ces personnes-là, la baguette de pain autour de 150 francs.
Alors, en même temps, coach, dans tout votre développement, ce qui ressort, c'est la passion. On va Premier élément, en fait. Exactement. Et on va revenir aussi aux fondamentaux, à notre société traditionnelle. Généralement, à la jeunesse, quand l'enfant naît, il va à l'école, il est scolarisé. Et ma foi, ce sont les parents, la plupart du temps, qui orientent l'enfant vers un secteur d'activité. Est-ce que c'est la bonne donne? Ce n'est pas la bonne donne, mais on va dire, c'est la destinée des parents. La destinée des parents, comme le mot l'indique, le mot parent, en fait, est composé du mot parer, protéger, encadrer. Donc, c'est la vocation naturelle d'un parent de protéger, d'encadrer et de conduire. Mais à la vérité, si vous observez vos enfants, vous verrez tout de suite à travers les jouets, et ça, la période de Noël arrive, il faut observer tout simplement. Vous allez voir des enfants qui aiment démonter, qui aiment reconstruire. Vous allez voir des enfants, par exemple, qui aiment écouter la musique, qui aiment le beau. Déjà, en observant minutieusement, vous pouvez découvrir quelle est la chose qui passionne, le centre d'intérêt de l'enfant. Ce qui les attire. Donc déjà, manifestement, le parent devrait pouvoir orienter, aiguillonner l'enfant sur le terrain de ce qui le passionne. Si vous procédez de cette façon, vous procédez de la bonne façon. Mais malheureusement, beaucoup de parents vont faire un transfert de succès. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas réussi dans votre vie à être médecin, vous avez toujours rêvé à cela. Eh bien, vous allez projeter sur l'enfant votre carrière, entre guillemets, rêvée, et croire que l'enfant pourra justement défendre cette carrière-là. Et en étant médecin, ce serait un peu comme par transfert, vous qui serez devenu malheureusement, fonctionner comme ça, ça donne dans la société des gens qui ont une profession, mais qui n'ont pas une mission de vie. Et malheureusement, on va se rendre compte, il y a plusieurs exemples, il y a des cas d'école de personnes qui font une profession, mais qui ont découvert après leur passion et qui excellent beaucoup mieux dans cette passion-là que dans la profession qu'on leur connaît. Coach, vous ne croyez pas si bien dire, vous connaissez la fameuse chanson « J'aurais voulu être un artiste ». Voici un milliardaire qui, vraiment, il a le succès dans les affaires, même sa secrétaire même est folle de lui, mais lui, il aurait voulu être artiste. Alors, cela m'amène à la question suivante. Vous avez parlé de profession, vocation, passion et mission. C'est le rôle, vous l'avez dit, des parents de diriger l'enfant, de l'orienter. Mais l'orientation, à quel moment l'orientation devient transmettre ma frustration pour que l'enfant fasse ce que je n'ai pas pu faire? Comment jouer là-dessus? Mais c'est cela justement. J'ai parlé d'un premier aspect qui transparaît très souvent dans les centres d'intérêt de l'enfant. Est-ce que vous orientez l'enfant dans son centre d'intérêt? Ça, c'est vraiment un élément qui est très, très important. Il y a divers types d'intelligence, ça, on le sait, mais il faut comprendre qu'en réalité, et très souvent, un des éléments qui nous permet, nous, en tant que coach, de pouvoir vous orienter sur ce que votre enfant peut être amené à faire, c'est en général ses centres d'intérêt, le type de jouet, la façon dont l'enfant se comporte vis-à-vis de ces jouets. Il y a des enfants qui ont une vision qui est très scientifique. Vous lui donnez un téléphone, vous lui donnez je sais pas moi, une PlayStation, etc. Son premier réflexe, c'est de démonter. Il veut voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, dans sa dynamique, en fait... C'est pas la curiosité naturelle c'est pas une curiosité naturelle. Vous donnerez à un autre enfant que, bon, à la limite... Ah oui, il veut voir à l'intérieur. Voilà. On veut voir dans le ventre de la pile. Exactement. Mais en réalité, quel est l'élément ici? C'est la sonde. Vouloir aller en profondeur, comprendre davantage les mécanismes, les systèmes ou les personnes. Dans ce contexte-là, vous verrez qu'un autre enfant à qui vous donnerez le même jouet se contenterait simplement de l'utiliser, et des fois même de l'ignorer. Qu'est-ce qui fait justement qu'un enfant ignore un jouet et un autre en est passionné? C'est simplement le centre d'intérêt, c'est la disposition naturelle que cet enfant-là a, justement, qui peut devenir, au-delà de la passion, sa vocation, sa raison d'être. Quelqu'un comme Einstein, par exemple, il a été, dans sa dynamique de scolarisation, refusé en classe de CM1. Il était traité de mauvais élève. C'était un élève qui n'était pas à la hauteur des attentes. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que, malheureusement, dans notre système éducatif, dans nos systèmes éducatifs, il n'y a pas une prise en compte véritable, parfois, du type d'intelligence qui est adapté au type d'enfant qu'on a. Il avait une intelligence beaucoup plus rationnelle, mais on l'a jugé par rapport à son intelligence, on va dire, beaucoup plus émotionnelle. À ce moment-là, si vous prenez le poisson et que vous jugez son aptitude à grimper à un arbre, vous direz du poisson qui n'est pas performant. Et si vous prenez l'écureuil et que vous posez l'écureuil dans le fond de l'océan et que vous attendez de l'écureuil des capacités extraordinaires en natation, vous direz de l'écureuil que bon, à la limite, voilà. Donc, il faut justement replacer les individus dans le contexte qui leur est favorable. Et à ce moment-là, vous réalisez qu'il n'y a personne sur cette terre qui ne manifeste de talent. Et c'est ça, justement, ce que vous savez faire. Il y a toujours une chose
pour laquelle vous êtes doué. Il faut trouver simplement cette chose-là. C'est quelque chose que vous faites naturellement. C'est-à-dire que quand vous écouterez, par exemple, Marcelin présenter Matin Bonheur avec la maestria qu'on lui connaît, vous dites, c'est trop facile. En fait, c'est ça le talent. Le talent amènera les autres à sous-estimer ce que vous faites. Votre talent va amener les autres à mépriser ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous le faites avec fluence, vous le faites avec aisance. Donc, du coup, on a le sentiment que c'est rien du tout. Jusqu'à ce que la personne se retrouve à votre place et réalise, justement que c'est un travail de préparation. Et réalise que c'est un travail de préparation et que derrière tout ça, parfois, il y a la concentration, il y a la prière, il y a toute une projection, il y a la frustration, il y a toutes ces choses-là. La gestion des émotions. Exactement. Et vous réaliserez que quand vous êtes en train d'exercer votre talent, même la maladie ne peut pas vous empêcher de manifester vous ne croyez pas si bien dire, hein? Le meilleur de vous-même, jusqu'à ce que vous ayez terminé et qu'ensuite vous ressentiez le frisson de la fièvre, etc. L'épuisement. Mais au moment où vous êtes en train d'exercer cette chose-là, plus rien n'existe en fait. Vous êtes captivant, vous retenez l'attention et c'est ça justement votre talent. Donc attention, vous aimez faire une chose, est-ce que vous savez la faire? C'est justement la raison pour laquelle il ne faut pas se limiter à votre passion. Si vous aimez faire la cuisine, apprenez. Et si vous voulez être meilleur dans votre domaine, apprenez chaque jour quelque chose de nouveau dans le domaine dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Quand cette journée de 24 heures finira, qu'est-ce que vous aurez appris de nouveau dans le métier par exemple de présentateur, dans le métier de coach? Qu'est-ce que vous aurez découvert de nouveau? Parce que chaque jour, vous vous renouvelez, et si vous ne vous renouvelez pas, on en a parlé la semaine dernière, eh bien vous devenez caduc. Et si vous devenez caduc, ce n'est pas les gens qui vous rejettent, c'est le système qui vous rejette. Parce que votre organisme lui-même, il est fait ainsi. Quand une cellule vieillit, eh bien elle est remplacée par une nouvelle cellule. Donc ça, c'est vraiment très important, ce renouvellement constant que vous allez avoir, qui va vous conduire à l'étape numéro 3, c'est est-ce que vous pouvez être payé pour ce que vous faites? Troisième étape. Comment vous découvrez votre carrière idéale? On part du principe que tout travail mérite son salaire. Mais tout travail mérite son salaire. Mais qu'est-ce qui fait que des personnes sont mieux payées que d'autres? Qu'est-ce qui fait que des personnes font quelque chose et puis qu'on est pressé de leur dire combien ça coûte? Combien je peux te payer? Et puis il y en a d'autres qui font et puis on dit laisse tomber. Qu'est-ce qui fait que quand on a de l'argent, on ne pense pas à vous? Et quand on n'a pas d'argent, on se dit, écoute, Alexis, tu ne peux pas venir. C'est lui qui peut dépanner. Parce que en fait, ce que vous aimez, et ce que vous savez faire ne détermine pas forcément ce pourquoi on peut vous payer. Il y a une dimension dans laquelle vous commencez à travailler votre talent, vous commencez à polir votre talent, vous commencez à faire respecter votre talent. Et à ce moment-là, on regarde ce que vous apportez comme une plus-value qui doit être rémunérée. Vous avez dit un mot qui me titille, la plus-value. Vous pouvez être dans un endroit, dans un système où on vous néglige, où on vous banalise, où on peut vous donner par exemple du menu fritin. Exactement. Et puis ailleurs, quand vous avez des activités annexes, quand vous avez la chance d'avoir des activités annexes, vous êtes pris comme un roi parce qu'on connaît votre valeur. Exactement. Alors moi, cela m'amène à une question, coach. C'est vrai qu'on fait ce qu'on aime, mais parfois ce qu'on aime ne nous aime pas. Comment faire pour tenir? Tenez Jacques Brel, le chanteur Jacques Brel. Il a passé son premier concours de chant, il était 17e. Il voulait abandonner. Il y a une de ses tantes qui lui a dit non, c'est vrai, tu as la passion, mais persévère. Donc, et la persévérance également est de mise. Exactement. Il y a des valeurs forcément qui doivent vous porter. Comprenez avec moi que ce n'est pas parce que vous êtes passionné dans un domaine, que vous avez un savoir-faire avéré dans ce domaine, que à la limite, tout vous tombera là-dessus. Nous prenons l'exemple d'Usain Bolt. Pour avoir gagné les médailles qu'il a obtenues ces dernières années, il s'est entraîné pendant 20 ans. Usain Bolt est quelqu'un qui était doué, il avait un talent avéré, mais qui s'entraînait comme un forcené. Écoutez, vous ne vous limiterez pas seulement à votre talent. Travaillez-le, polissez-le. Chaque jour, faites en sorte que vous soyez le meilleur dans votre domaine. Faites en sorte que quand on parle du domaine dans lequel vous êtes, on ne pense qu'à vous en fait. C'est ça l'élément fondamental qui va déterminer justement ce choix de carrière. Qu'est-ce qui fait que finalement vous arrivez à un entretien d'embauche, vous êtes en face du recruteur, il vous pose la question suivante, à combien vous pensez qu'on peut vous payer? Pourquoi on arrive à cette question-là? Eh bien justement parce que votre passion, votre vocation doit s'entremêler avec votre profession. Or, une profession est rémunérée. Donc, c'est votre capacité maintenant à vendre votre talent, à vendre qui vous êtes. Et sur cette question-là, malheureusement, on a de la gêne. Beaucoup de personnes ont de la gêne. Justement, j'allais en venir face à un recruteur qui vous pose la question de savoir à combien pensez-vous être rémunéré? Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Mais déjà, il faut penser à cela. Il faut penser à ce que vous valez. Et puis, on ne vous achètera qu'au prix auquel vous vous vendez. Comme les dit ne les vous grands-mères. sous-estimez jamais. Écoutez, dites ce que vous valez. Et puis, parfois, vous valez peut-être mieux que ce que vous êtes en train de faire. Mais comme je dis, nous sommes dans un schéma sociétal qui est constructif. Il ne faut ni être
trop haut ni être trop bas. Il faut avoir la juste mesure. Mais la juste mesure, elle commence en fait par la prise de conscience de votre véritable valeur. Qui vous êtes en réalité? Quand vous dites par exemple que vous pouvez être payé à 4, 5, 6 millions, est-ce que c'est trop demandé? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont payées à ce montant-là? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont payées à ce montant? Pourquoi vous avez peur? Parce qu'en vérité, il y a un manque de confiance en soi. Il y a un manque de confiance dans qui vous êtes et dans la capacité que vous avez à pouvoir dire « je vais apporter telle valeur à cette entreprise ». Oui, bien sûr, vous pouvez le dire. Et si vous le dites, mais ne vous limitez pas seulement à le dire, au quotidien, faites en sorte qu'il y ait comme une sorte de cristallisation des attentions sur vous par rapport à votre travail. Travaillez comme un forcené. C'est pour cela que d'ailleurs je parle d'être passionné par ce que vous faites. Parce que si vous n'êtes pas passionné, écoutez, on va vous rémunérer à un certain montant, mais on verra dans la qualité de ce que vous produisez que ça ne vaut pas vraiment ce que vous êtes en train de faire. Mais de toutes les façons, travaillez à avoir de l'expérience. Vous voyez, dans votre carrière, vous savez, l'argent vous attend. L'argent vous attend. À un moment donné, travaillez pour avoir un nom. Travaillez d'abord pour avoir un nom. Et quand vous avez le nom, en fait, il travaille après pour vous. Ça, c'est vrai. Comme on le dit. Voilà, donc il ne faut pas à un moment donné vous limiter seulement à l'argent. Parce que l'argent n'est pas en réalité le véritable reflet de ce que vous valez. Ce que vous valez va finir par s'imposer aux gens. À un certain moment, je vais dire que vous commencez un métier d'animateur, dans des prestations, vous prenez 15-20 000 au départ. Mais le but non, ici, on ne saurait faire ça, ce serait une insulte au métier. Je dis au départ. Même au départ, il faut que les choses soient bien situées. La vérité, Alice, ce que je veux dire, c'est que c'est votre talent. C'est-à-dire, ayez la plateforme. Si vous n'êtes pas révélé, comment les gens vous découvrent? Comment les gens entendent parler de vous? Comment les gens réalisent qui vous êtes? Donc, c'est constructif. Mais au bout d'un certain nombre de temps, comme dans toute profession, vous vous améliorez, vous atteignez une certaine stature qui fait que de 150 000 francs, de 100 000 francs, vous vous retrouvez à 150 000 francs pour être un jour capable d'être en prestation à 15-20 millions. Pourquoi pas? Alors, voilà. Mais parce que votre travail vous ce que vous dites est d'autant plus important qu'au-delà de tout ce qu'on a énuméré ici, par rapport à notre talent, par rapport à notre histoire, par rapport à notre valeur intrinsèque, il ne faut pas oublier cette fameuse et bonne dose d'humilité qui conditionne tout. Exactement, l'humilité précède la gloire, on ne dira jamais assez. Et cette humilité-là, elle transparaît justement à travers la capacité que vous avez à savoir que vous ne savez pas tout et que vous pouvez toujours apprendre de quelqu'un, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est ça, ce renouvellement de l'intelligence. On s'en souvient, j'utilise cette expression sur cette saison parce que c'est un concept important qu'il faut prendre en compte au quotidien. Même si vous êtes le meilleur en GME dans votre domaine, acceptez par exemple qu'un conseil, une suggestion soit prise en compte parce que sait-on jamais, ça peut être l'élément fondamental sur lequel vous pouvez faire la différence. Et puis, le quatrième élément très important, c'est ce dont le monde a besoin. Est-ce que ce que vous aimez faire, est-ce que ce que vous savez faire, est-ce que ce pourquoi les gens sont prêts à vous payer, les gens en ont besoin? Est-ce que ce que vous faites répond à un besoin? Et nous allons peut-être nous appuyer sur la pyramide de Maslow. C'est une pyramide qui est connue depuis très longtemps, mais qui va nous servir en fait d'outil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre domaine, dans le domaine que vous voulez embrasser, quel est le besoin auquel vous allez venir répondre? Parce que les besoins, on les connaît. Il y a besoin physiologique, donc manger, boire, dormir. Si vous répondez à ce besoin-là, cela veut dire que vous êtes peut-être quelqu'un dans le domaine de la restauration. Quelqu'un dans le domaine de l'hôtellerie. Peut-être que vous aimez bien, justement, répondre à ce besoin-là. Vous savez peut-être faire à manger. Est-ce que vous savez que ce que vous savez faire à manger peut faire de vous une personne qui va devenir, je ne sais pas moi, le prochain restaurateur, la prochaine restauratrice? En fait, votre grâce, comme on va le dire comme ça, se trouve dans vos mains. Donc, savoir faire à manger peut conduire à aimer faire à manger et ensuite être rémunéré pour cela. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont à la maison les samedis et qui font à manger et qui vendent plus de 300, 400, 500 000 francs de nourriture, juste le samedi, juste du tchèp, parce qu'elles savent le faire. Deuxième élément important, c'est le besoin de sécurité. Emploi, sécurité, propreté, etc. Vous pouvez être quelqu'un qui a, par exemple, la manie de la propreté. Et cette manie de la propreté-là peut se transformer en fait en profession.
ça peut faire de vous un professionnel dans votre domaine. Donc faites juste attention en fait aux choses que vous aimez faire qui répondent à un besoin dans votre environnement. Moi, je les ai listés comme ça. Le besoin d'estime, par exemple, confiance, respect, etc. Ça peut vous amener, par exemple, à être dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de la motivation, dans le domaine du travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis, on arrive vraiment à un niveau d'accomplissement personnel. À ce moment-là, on est dans la dynamique politique, on a la dynamique du leadership, on a la dynamique de conduire des personnes dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, vous voyez qu'en fait, la pyramide de Maslow, si on l'utilise justement pour découvrir notre carrière idéale, ça va répondre à la question simple de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce que moi, dans ma posture, je peux faire pour répondre justement à ce besoin-là. Vous aurez trouvé votre carrière idéale. Donc, c'est dire que dans sa quête du choix de la carrière, il faut être très alerte à sa personnalité, Exactement. à ses choix, à ses passions. Vous avez parlé de passion et profession. Oui. Il ne faut pas faire l'amalgame. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand on peut associer les deux, pourquoi pas? C'est l'idéal, en fait. C'est l'idéal. Donc, l'ikigai, voilà, sera un croisement. Je ne sais pas si on a la dernière image, mais ça sera un croisement, en fait, entre votre profession, votre passion, votre vocation et votre mission. En fait, le mot est lâché, hein. Le mot c'est croisement, parce que dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a eu le croisement de beaucoup de choses. Il y a le sport, il y a l'humeur, il y a la santé, il y a la passion, il y a la vocation. Il y a tout un aéropage de choses à avoir, mesdames et messieurs, pour choisir sa carrière. Ça passe par l'école primaire, par les conseillers d'orientation, ça passe avant par les parents, ça passe par énormément de choses. Merci infiniment, le coach Diomant. La semaine prochaine, on vous recevra pour un autre sujet tout autre. Exactement. Et très important également. Oui, je l'espère aussi. Merci beaucoup pour votre patience. Belle fin de semaine à vous. Merci au coach Diomant. Tout de suite, vous l'avez remarqué aussi, on va recevoir Régis Kofi pour son dernier flash. C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci de nous rejoindre. Civils, militaires et anciens combattants rendent hommage à Ronan Pointeau, militaire français tué samedi au Mali, en baissant les drapeaux lors du passage de son cercueil sur le pont Alexandre III à Paris. Réaction. Cette décision, il défendait les valeurs de la France et son sacrifice ne sera jamais en vain. C'est pour ça que je veux prendre 5 minutes de ma journée, venir ici et saluer une dernière fois, me recueillir, penser à tous ses collègues qui sont encore là-bas et une très très grosse pensée pour les soldats du 1er régiment de Spahis à Valence. Une nation qui ne rend pas hommage à ses morts, les soldats, c'est une nation qui a perdu son compas moral. Je pense que ces hommes font le pilier, c'est vraiment la clé de voûte de la France et des valeurs que l'on représente. Mon gendre est mort en 93 en Somalie et à ce moment-là, cet hommage n'existait pas. Et donc j'ai un souvenir assez douloureux de voir arriver le cercueil plombé, de devoir aller moi-même chercher les malles. Ma fille était enceinte, donc j'ai dû aller chercher les malles au Bourget en me perdant dans tous les coins. Et moi je me réjouis que maintenant le gouvernement, enfin je ne sais pas trop si c'est le gouvernement ou les autorités militaires, enfin peu importe, facilite entre guillemets la vie, en tout cas pour tout ce qui est un peu sordide dans le deuil. Les manifestants libanais bloquent les bureaux d'une entreprise de téléphonie et des agences de banque à Beyrouth. Ils dénoncent les prix élevés des télécommunications et les restrictions sur les retraits en dollars américains. Des supporters du président bolivien Evo Morales bloquent également le chef de l'opposition à l'aéroport d'El Alto. Luis Fernando Camacho prévoyait d'en sortir pour faire signer une lettre de démission au président après sa réélection controversée fin octobre. Le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale a signé hier à Riyad un accord de partage du pouvoir avec les séparatistes pour mettre fin à un conflit dans le sud du Yémen, pays dévasté par une guerre aux fronts multiples. Cet accord va ouvrir une nouvelle période de stabilité au Yémen. Ils sont chrétiens et pratiquent la polygamie, style de vie encouragé par les Mormons jusqu'à la fin du 19e siècle. La polygamie est officiellement interdite par les autorités locales et fédérales américaines, mais la pratique existe encore chez certains Mormons. Reportage. Une famille nombreuse a parfois quelques avantages, surtout quand il s'agit de pousser la voiture après de fortes chutes de neige. La famille Targer a en tout 25 enfants et les 3 mamans vivent sous le même toit. Alina et Vicky sont cousines, elles ont épousé Joe, le patriarche, en 1990. 10 ans plus tard, la sœur de Vicky, Valérie, a rejoint la famille en devenant la 3e épouse.
Je me souviens d'être tombée amoureuse de cet homme. Il y avait un peu de jalousie car les deux autres avaient déjà cette histoire très longue avec lui et une relation profonde. Mais c'est une famille très généreuse. Ils m'ont accueillie à bras ouverts. La polygamie est pourtant interdite par les autorités de l'État et par l'Église mormone. Mais cette famille fait partie d'une branche minoritaire qui a conservé cette tradition. Jusqu'à récemment, les Barger vivaient dans la peur de voir Joe se faire arrêter. Mais depuis décembre dernier, Joe et ses 3 femmes peuvent assumer sans risque leur style de vie. Au nom de la liberté religieuse, le gouvernement fédéral a décidé d'autoriser les adultes consentants à former une union à plusieurs. Tant que nous sommes entre adultes consentants, enfin moi, je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas aimer la personne de son choix. Je pense que nous allons voir plus de gens comme nous oser rendre public leur choix de vie. J'ai beaucoup d'amis et des membres de ma famille qui me disent qu'ils peuvent enfin parler de leur choix, au travail par exemple. Mais si la polygamie est à nouveau tolérée par la justice américaine, elle est aussi sévèrement critiquée. Marion a passé 18 ans mariée à un mormon polygame. La polygamie chez les Mormons, ce n'est pas une question de choix. Les textes sacrés enseignent que Dieu va tout simplement détruire toute femme qui refuse de vivre la polygamie. Je ne voulais pas vivre comme ça, mais je me sentais obligée par la pression religieuse. Et même si le gouvernement fédéral ferme les yeux, ces arguments pourraient être utilisés par l'Utah dans son combat contre la polygamie. L'issue de cette bataille juridique pourrait bien décider si les futures générations de Barger auront ou non le droit de perpétrer la tradition du mariage pluriel. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Pourquoi vous riez comme ça, Régis? Pourquoi vous souriez après ce reportage? Alix, elle veut rebondir. Non, mais il n'y a plus rien à dire. En tout cas, si vous êtes tenté de vouloir reproduire ce schéma ici, sachez que nul n'est censé ignorer la loi et que la polygamie est proscrite ici. Alors, ils ont eu cette église, juste pour savoir, hein, est-ce qu'ils ont une représentation ici? C'est juste. Si. Il y a une représentation ici. Vous connaissez l'adresse? L'église des Saints des Derniers Jours. Ah, d'accord. Vous connaissez l'adresse, tout ça? Non, c'est juste. Et c'est la même démarche? Ils ont plusieurs églises. Et c'est la même démarche, oui. Non, en fait, la loi. La même promesse? Non, en fait, ça a été. C'est proscrit. Hein. C'est proscrit. Voilà, c'est pas. Voilà. La polygamie n'existe plus en principe chez les Mormons. Ça a été encouragé jusqu'au 19e siècle et c'est interdit actuellement. Mais il y a d'autres qui sont restés dans l'ancienne tradition. Donc ils sont passibles de poursuites judiciaires. Voilà. On peut se renseigner quand même. N'oubliez pas de donner à nos assistants l'adresse. Vous avez l'air très intéressé par cette religion. Parce que je veux fouiller l'information, Alix. Je veux aller au bout. Je veux savoir ce qui se passe pour donner la vraie information aux téléspectateurs, n'est-ce pas? Allez-y, fouillez donc. Il y a de grands sourires ici, le sourire aussi de notre expert psychothérapeute de couple. Vous allez le constater dans quelques instants, Monsieur Joe Frédéric Zabi qui est avec nous, qui ne nous parlera pas de polygamie aujourd'hui, mais plutôt de soupçons de tromperie dans le couple. Bonjour. Bonjour Joe. Bonjour. Le fils de Monfla est avec nous, mesdames et messieurs. Absolument. Alors avec lui, on va parler de la jalousie. Je suis jaloux de ma femme, je soupçonne ma femme ou ma femme me soupçonne d'infidélité. Que faire? D'abord, au niveau pédagogique de Matin Bonheur, Alix, c'est la définition. C'est quoi la jalousie? C'est quoi? La jalousie, c'est un sentiment secondaire. Ça veut dire qu'il y a des sentiments primaires. Alors, ne dites pas tout, ne dites pas tout. Pour qu'il soit là. Juste le jingle. Poursuivez donc. Je disais que la jalousie, c'est un sentiment secondaire. Ça veut dire que s'il y a secondaire, c'est qu'il y a primaire. Il y a les sentiments primaires qui font naître la jalousie. Et ces sentiments primaires-là, c'est le sentiment, par exemple, de peur, c'est le sentiment d'insécurité, c'est le sentiment de ne plus être maître de celui avec qui on est, de ne plus le contrôler, etc. C'est ce sentiment qui fait naître la jalousie. Tout comme la jalousie également peut faire naître aussi une sorte d'inconfort, d'insécurité et de mal-être aussi. Donc la jalousie, c'est un sentiment que les gens éprouvent en général. Soit ça peut être fondé, comme ça peut ne pas être fondé. Et c'est ce qu'on va fouiller ce matin. Et parlons toujours du sujet, on a envie de définir tout de suite le mot, le soupçon. Comment on définirait le soupçon dans le couple? Je vais simplifier les choses. Le soupçon, c'est un mot qui est utilisé dans le vocable de la police judiciaire.
c'est-à-dire à l'appareil judiciaire comme par exemple l'appareil sécurité, la police, la gendarmerie, etc. Donc c'est un mot qui est utilisé. En général, ça veut dire qu'il y a présence de signes qui indiquent un mal. Donc présence de signes qui indiquent un mal. Qui peut indiquer un mal? On soupçonne quelqu'un, par exemple quelqu'un peut présenter les signes d'un palu, mais en réalité il peut ne pas faire un palu comme il peut faire un palu. Les signes du palu qu'il présente peuvent être les signes d'une fièvre typhoïde. Ça peut être aussi les signes d'une fièvre jaune, et pas forcément d'un palu. Mais comme on sent les signes, on présume que. Donc c'est un vocable qui est utilisé dans la police judiciaire par les policiers, les magistrats, les gendarmes, etc. pour dire que, bon, quand il y a des signes, ça pourrait dire que. Donc ici, il faut comprendre qu'on est dans un contexte bien précis. Il y a des signes qui peuvent indiquer que ma femme ou mon mari me trompe. Mais est-ce qu'il me trompe vraiment? C'est possible, comme ça peut ne pas être possible. Et ce contexte-là, c'est un contexte qu'on peut définir comme le contexte de la jalousie. C'est-à-dire ces sentiments d'insécurité, d'inconfort qui peuvent amener quelqu'un à soupçonner son vis-à-vis de le tromper ou de ne pas le tromper sur des bases qui sont fondées, soit qui ne le sont pas. Et on reviendra bien sûr sur ces indices ou ces éléments évocateurs de soupçons dans quelques instants. Pour l'heure, on vous a posé la question, est-ce que vous avez déjà soupçonné votre conjoint ou bien vous avez été soupçonné? C'est le témoignage réalisé par Béatrice Quadio. C'est un manque de respect, c'est un manque aussi d'engagement vis-à-vis de ton conjoint. Voilà. Maintenant, moi, j'ai assisté une fois aussi à un cas d'infidélité. Ma petite soeur, ma propre petite soeur même, je prends l'exemple sur elle. Le gars, il a marié, le genre, il a doté. Et puis, il a fait des enfants, jusqu'à 4 enfants, elle. Aujourd'hui, il a laissé, et puis il a pris sa route. Il est parti se marier avec une autre dame. Chez moi, ne pas tromper ton mari ou soit ne pas tromper ta femme. Chez moi, ça détruit. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses dedans, quoi. Femme ne reste pas son mari, mari ne reste pas femme. Les enfants aussi, il ne sera pas bien indiqué. À chaque fois, il y a discours dans une couple. Ce n'est pas bien, en tout cas. Tromper son mari, chercher mari, garçon, bon. Dans mon entourage, bon, je n'ai pas eu encore ça. Il ne faut pas tromper ton mari. Il faut rester avec ton mari. L'infidélité n'est pas bien. C'est le fait de peut-être pour l'homme qui a marié une fille et puis du coup, il s'en va se donner une autre relation quelque part et puis après quoi, on se rend compte de cette relation qui est faite dehors, hors mariage. Il y a des situations qui obligent à aller dans ce sens-là. Parce que dans le couple aujourd'hui, on trouve que soit la dame ne joue pas le rôle. Ça peut amener l'homme à aller dehors. Mais aussi, c'est vice-versa. Hein? Aussi, il y a des hommes comme nous qui y en a qui ne tiennent pas. Voilà. Donc, qui laissent entendre que la dame aussi peut se satisfaire ailleurs. Mais ça, ce n'est pas normal. Et voilà, vous l'aurez constaté, un micro-trottoir avec un patchwork d'indices et de conseils quant à l'infidélité. On reprend donc notre échange avec M. Joe-Frédéric Zabi quant aux indices qui emmènent aux soupçons. Oui. Les indices, comme je l'ai dit, ça peut être fondé, comme ça peut ne pas être fondé. Non fondé. Il y a une jalousie qui peut être jalousie normale, hein, elle peut être dite normale en griffe, parce que la jalousie, c'est un sentiment, comme je l'ai dit au départ, mais c'est un sentiment qui est naturel et qui est propre à l'espèce humaine, qui est propre aussi même aux animaux. Ça dit que c'est un sentiment qui est purement naturel et bestial. C'est le côté bestial de l'homme qui s'exprime quand il y a une question de jalousie. Ces sentiments d'appropriation qu'on exprime déjà dès l'enfance, comme le disait Freud. On a envie d'avoir l'exclusivité, par exemple, de l'affection paternelle ou maternelle en fonction de notre sexe et tout ça. Donc, voilà, la jalousie, c'est un phénomène qui est naturel. Mais il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire le fait de ressentir, je dirais, bon, je ferai de la redondance, de ressentir le sentiment, le fait d'avoir le sentiment et le fait de l'extérioriser, c'est deux choses.
Donc la jalousie, c'est quelque chose que tout le monde possède. C'est comme on a des velléités, si vous voulez, de violence, de colère en nous, chacun a ça. Mais on travaille dessus et tout le monde n'exprime pas ça forcément. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous est quelque part jaloux. C'est un sentiment naturel. Mais tout le monde ne l'exprime pas forcément. Il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des gens par contre qui ne travaillent pas dessus. Et il faut dire que ces sentiments-là s'expriment dans un contexte physiologique et un contexte sociologique. Ça veut dire qu'il y a des contextes qui favoriseraient, selon certaines recherches anthropologiques, qui favoriseraient l'expression d'une jalousie. On va tomber maintenant dans le deuxième lot, d'une jalousie maladive et obsessionnelle. Et puis, il y a d'autres contextes qui ne favorisent pas ça. Donc, avant de poursuivre, il faut vraiment resituer les choses. On a déjà situé le contexte général hein, par rapport aux soupçons, par rapport à la jalousie, par rapport aux définitions. Maintenant, concrètement, pour que les gens puissent bien comprendre, quels sont les différents types de jalousie? On va condenser ça. On parle souvent de jalousie injustifiée, de jalousie justifiée. Oui. Il y a deux grandes familles de jalousie, comme je le disais. Deux grandes familles. Deux grandes familles, voilà. La jalousie justifiée et la jalousie injustifiée. C'est quoi une jalousie justifiée? C'est ce que je disais tout à l'heure, jalousie dite normale en griffe. En tant que sentiment propre à la création animale, à la création humaine. Sentiment normal. Donc chacun de nous a ce sentiment-là. C'est ce qui m'amène les gens à dire que cette jalousie-là, elle est justifiée. Maintenant, il y a la deuxième famille qui est beaucoup plus vaste parce qu'elle comporte deux éléments. La jalousie injustifiée. C'est-à-dire là, il y a la jalousie qui est maladive où on soupçonne le partenaire, c'est ce qui est ici dans le thème, on soupçonne le partenaire ou la partenaire de façon justifiée ou injustifiée avec des recherches de preuves qu'on peut ne pas forcément découvrir, mais ça nous ronge, ça nous crée des problèmes et ça étouffe celui qui est en face de nous. Et puis, il y a la jalousie qui est obsessionnelle, qui est pathologique, qui est maladive. En ce moment-là, ça c'est un autre cas, c'est un autre degré, parce que tous les crimes passionnels, en général, naissent de jalousie obsessionnelle. Justement, à chaque terminologie de jalousie, chaque famille de jalousie, on va attribuer un enfant. Alors, pour la jalousie justifiée, comment ça se matérialise dans le couple? Qu'est-ce qui devrait passer comme jalousie justifiée entre deux personnes qui s'aiment? Jalousie comestible. Consommable. Je suis avec mon épouse, elle est très bien habillée, on sort quelque part, forcément elle attire les regards. Il y a des gens qui pourraient penser qu'elle n'a personne dans sa vie, qui peuvent la draguer. Bon, là, ça peut me poser un problème parce que j'estime que je dois avoir l'exclusivité sur ma femme. C'est un sentiment naturel et normal que j'exprime une sorte de jalousie. Mais dis-moi, avec qui tu parlais tout à l'heure, mais sans plus, on ne va pas au-delà. Justement, comment l'exprimer vis-à-vis de l'autre? Tout le problème se trouve là. Parce que quand on n'a pas appris, quand on a évolué dans un contexte qui tolère certaines choses, on est moins tolérant. Par exemple, quand quelqu'un évolue, si vous voyez certaines communautés comme les communautés africaines en général, ce sont des sociétés dans lesquelles la jalousie est plus ou moins tolérée. Je veux dire quoi? Non, pas la jalousie, mais l'infidélité, par exemple, de l'homme est tolérée. Ah oui, ça, vous pouvez le dire. Entre guillemets. Est tolérée dans les contextes culturels traditionnels. Oui. On comprend qu'un homme puisse avoir 4 femmes, 6 femmes. C'est pas le reportage de Régis tout à l'heure. Comme Trabisa Ernest, mon père, qui a Manfla, qui avait 8 femmes. Voilà, les gens tolèrent ça. Et quand on a évolué dans un contexte de un contexte que moi j'aime appeler polynucléaire, quand on a évolué dans un tel contexte, on n'est pas très jaloux parce qu'on s'est dit, bon, ben, on a toujours grandi avec plusieurs mamans, on a été abreuvé à 8 paires de seins. Et bon, voilà, il y a pas mal de choses qu'on vit au quotidien et qui nous amènent à croire que ce sont des choses normales. Et les femmes, par exemple, dès qu'elle est toute petite, il y a le conditionnement psychologique. On lui dit, non, tu sais, les hommes, ils sont naturellement infidèles, ils peuvent avoir 4 femmes, mais toi, tu dois rester tranquille. Elles sont abreuvées à ça. Du coup, quand elles grandissent, qu'elles se marient, elles sont plus tolérantes, par exemple, vis-à-vis de l'infidélité de leurs hommes. Mais quand une femme a évolué, par exemple, dans un contexte européen, où on est marié, on a grandi, on s'est dit, c'est monsieur et madame, point à la ligne. Quand on a grandi dans un tel milieu, on est moins tolérant à l'infidélité. Et du coup, vous voyez que la jalousie ici peut s'exprimer de façon plus véhémente en fonction de la culture qu'on a. Justement, coach, Alix a soulevé un cas concret tout à l'heure. Oui. Vous êtes avec votre femme, vous allez à une soirée et il y a des gens qui voient que votre femme est belle, lui font des compliments. D'autres pourraient prendre ça dans la blague en disant « Ah chérie, tu as un fan club ici, et passé. » Mais d'autres vont dormir, comme on dit là-dessus,
et ça va gâcher toute la soirée. Et investiguer plus tard. Investiguer plus tard. Quand c'est comme ça, comment on fait? Avant d'arriver à comment on fait, il faut qu'on comprenne le phénomène. Parce que ça peut être lié à bon, je vous ai dit, le conditionnement social et psychologique, mais il y a également des facteurs biologiques qui sont propres à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement moins, qui sont, par exemple, qui ont des tendances paranoïaques. Ça, c'est, par exemple, c'est une pathologie psychiatrique, hein, qu'ils ont des tendances paranoïaques, qui soupçonnent le partenaire de tout et de rien, de façon fondée ou pas fondée. Ces gens-là, par exemple, quand ils trouvent une occasion d'exprimer la jalousie, ils s'accrochent à ça, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils sont comme ça. Donc, par exemple, une blague qui est faite à leur conjoint ou à leur conjointe, eux, ils la prennent mal, ils dorment dessus, comme vous avez dit, et ils ne laissent pas. En réalité. Donc ça, c'est lié à leur personne et aux problèmes qu'ils ont vécu, par exemple, dans leur enfance, en grandissant, et quels sont les messages qu'ils ont entendus. Vis-à-vis de soi-même. Voilà, et tout ça, l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que équilibre psychologique, peut-être. Par exemple, quand on n'a pas confiance en soi, on soupçonne tout le monde d'être comme nous. Par exemple, on s'est dit non, mais ma femme, elle est trop belle pour moi. Donc, du coup, quand quelqu'un lui dit quelque chose, c'est possible qu'elle puisse me lâcher et partir avec la personne. On est en insécurité. Parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Ça, c'est un problème qui n'a rien à voir avec le conditionnement social et psychologique. Ça a tout à voir avec notre personne et notre histoire individuelle. Du coup, quand c'est comme ça, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que ça dépend du type de jalousie. Le type de jalousie, si c'est une jalousie normale, c'est moins problématique. C'est plus facile, on peut gérer ça par des petits conseils. Quand c'est une jalousie maladive, on peut gérer par des conseils, comme on peut amener la personne à avoir de l'assistance, par exemple, d'un psychothérapeute comme moi. Et quand c'est une jalousie obsessionnelle qui est pathologique, là, il n'y a rien à faire. Il faut directement orienter la personne vers un technicien, c'est-à-dire qu'un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, etc. Et là, il ne faut pas hésiter. Toujours dans l'élan de description vis-à-vis de ces termes-là, la jalousie non justifiée se décline comment? La jalousie non justifiée, elle se décline par des actes de recherche effrénés, de preuves de ce qu'on croit être. Elle se décline par exemple, une sorte de délire où on est là, on imagine des choses, on invente des choses, et qui n'existent en réalité que dans notre tête. Je suis là, j'imagine que quand ma femme s'habille de telle façon qu'elle sort, certainement qu'elle va, sous le prétexte d'aller au marché, elle fait un tour chez le boucher à côté pour se mettre bien en griffe. Et puis, on s'invente des schémas comme ça dans la tête, alors que ça n'a aucun fondement. Coach, là, c'est le début de quelque chose. Là. Parce maladif. Que quand on commence à s'inventer des choses comme ça dans la tête, il y a un côté pervers maintenant qui vient. Pervers, obsessionnel, à la limite, à la frontière de la paranoïa. Et là, comme je l'ai dit, c'est pathologique. Il faut directement consulter. Parce que là, c'est difficile que la personne puisse s'en sortir seule. Parce qu'elle est convaincue de certaines choses. Et quand vous n'avez pas les outils, il vous est difficile de la convaincre de faire autrement. Et c'est compliqué quand c'est comme ça. Il faut directement orienter quand c'est pathologique. Je vous l'ai dit et je le répète, la plupart des crimes passionnels sont fondés sur des jalousies obsessionnelles. Docteur, on est dans une société où les soupçons sont à foison, hein, c'est un peu partout, notamment avec des comportements qu'on pourrait qualifier de suspects au sein du couple, le téléphone renversé, les communications dans les toilettes et tout ça. Franchement, face à de tels agissements, comment on réagit? L'autre conjoint, il réagit comment? Non, je reste impassible, de toutes les façons, il n'y a rien, je crois encore au monde de bisounours. Ou bien? Le problème des couples en général, c'est que les gens, ils décident de se mettre en couple. Et pendant qu'ils sont en couple, ils ont envie d'avoir des vies de célibataires. Ça pose un gros problème. Parce que c'est quand je suis célibataire que je communique comme je veux, quand je veux, etc. Et quand je me mets en couple, je dois savoir que nous sommes désormais deux. Et mes actes sont interprétés. Mes actions affectent nécessairement l'autre. Donc, je dois évoluer dans une sorte de transparence. Pas dans une sorte, mais dans la transparence la plus absolue. Quand j'ai envie que mon couple réussisse, l'ennemi premier des couples, c'est l'ombre. Vous savez, Marco, si vous êtes à la lumière, vous ne chercherez pas à savoir. Parce que tout est transparent. Mais quand il y a la pénombre, c'est là où on se dit, attends, ça ressemble à un homme, mais en réalité, ce n'est pas un homme. Ça ressemble à un animal, mais en réalité, parce qu'il y a de la pénombre. Il faut que dans les couples, on apprenne à évoluer à la lumière.
ça manque au couple. Ça, c'est vraiment une solution. Et quand on est dans la jalousie, que moi j'appellerais la jalousie 4G ici, parce que la jalousie qui est liée, la jalousie qui est liée aux nouvelles technologies de la communication, les téléphones, on reçoit un coup de fil alors qu'il y a le réseau partout. Ouais. On s'élève, on s'en va. Quand tu me permets de vous arrêter, parce que la jalousie de 1982 ou bien de 1976 n'est pas la jalousie de 2019. Absolument avec Internet, pas. Avec des collègues qui sont des collègues, des gens du quartier, la famille. Il y a des gens qui sont jaloux même de votre soeur ou de votre frère. Là, je ne sais pas si c'est la paranoïa, mais c'est une autre maladie encore. Comment on fait avec tous ces éléments, avec le smartphone qui est à la base de plus de 50% de divorces? Comment on fait? 62% pour être plus réaliste dans le contexte français. Je n'ai pas les chiffres de la Côte d'Ivoire, mais 62% des divorces en France particulièrement sont basés sur les soupçons justement d'infidélité des partenaires. Donc là, ça veut dire que la proportion est grande déjà en France. Bon, et comme ce sont nos ancêtres les Gaulois, on suppose qu'en Côte d'Ivoire, ça ne doit pas être très loin les chiffres aussi. Bon, mais il faut savoir, et je l'ai dit, que dans le couple, on doit évoluer dans la transparence. Même avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on doit évoluer dans la transparence. Qu'est-ce que j'ai, par exemple, à coder mon téléphone alors que je suis juste avec mon épouse? Peut-être pour des problèmes de sécurité, quand je suis dehors, je peux mettre un code, mais qu'est-ce qui m'empêche de communiquer ce code-là à mon épouse si je n'ai rien à me reprocher? Si je n'ai rien à me reprocher, elle a le code de mon téléphone, elle peut y avoir accès. Quand j'ai un appel, elle peut décrocher l'appel. Quand on m'appelle que je suis à côté d'elle, je ne bouge pas de là où je suis là où je suis et je communique. Donc, docteur, vous avez dit aujourd'hui, prenez cette responsabilité de dire aux téléspectateurs, à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde qui nous regarde, qu'un homme ou une femme dans son couple ne doit pas coder son téléphone. Casser tous ces codes. Regardez-moi bien. Et je vais vous dire, un homme ou une femme, quand il vit ou elle vit en couple, doit avoir un comportement de couple. Et le comportement de couple, c'est qu'on a tout en commun. L'unicité. On a tout en commun. Communauté de biens. Enfin, on a tout en commun, même quand on s'est marié sous le régime de la séparation de biens. Communauté de biens, smartphones et réseaux sociaux. Justement, parlant de smartphones et de réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir maintenant sur les réseaux sociaux des hackers qui se proposent de traquer les téléphones de vos conjoints avec tous les WhatsApp, les Messenger, les téléphones, même de le tracer pour vous donner des informations, pour vous rassurer quant à la fidélité ou à l'infidélité. C'est dangereux. La jalousie donne, et les soupçons donnent de l'argent aux gens. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Le vrai problème, c'est lequel? Il faut arrêter de se comporter dans les couples comme un policier, un gendarme ou un magistrat. Il faut résolument aller au comportement d'un thérapeute, d'un médecin. Dans le couple, quand vous êtes policier, que vous êtes en train de fouiller, de fouiner à la recherche de preuves, quand vous avez la preuve, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte le divorce, ça vous apporte les amertumes, ça vous apporte le goumet. Pourtant, ce n'est pas ce que vous souhaitez à la base. C'est la meilleure conclusion qu'il pouvait donner. Et comme le disait un tonton, très au fait de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est que quand vous jouez au policier dans votre couple, l'âme se retourne contre vous. Absolument. Et voilà, c'est vrai. Absolument. Et voilà. Merci en tout cas à vous, cher coach. On se revoit avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Et oui, ce qui va suivre, c'est peut-être, on va dire, bien sûr, l'euphémisme de l'année. Vous m'avez manqué. On se revoit demain matin.